Alors, dans cette table ronde, on va fonctionner un petit peu différemment parce qu'en fait, on n'a pas une thématique générale partagée par tout le monde. Même si on va peut-être finir par en découvrir une, mais on va avancer au fur et à mesure de la table ronde et on va voir là où on va arriver. L'idée ici, c'est qu'en fait, on a plusieurs exemples d'innovation remarquables au service du bien commun de notre industrie immobilière. Et l'idée, c'est de donner la parole à chacun pour qu'il nous explique comment est-ce qu'ils répondent aux défis numériques et climatiques qui nous occupent tous aujourd'hui, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs missions, quelle est la mission qu'ils se sont donnée, quels sont leurs rêves. Est-ce que demain, ça sera avec encore plus de technologie ou plus d'humains ? Je sais que tout le monde n'a pas la même réponse à cette question. Et où seront-ils dans 5 ans ? Embarqués dans cette grande révolution numérique et écologique qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec Pauline Koch. Vous êtes la CIO de Citowi. Et ce qui est très intéressant avec vous, c'est que vous faites quelque chose qui paraît absolument surprenant, comme ça au départ, c'est que vous modélisez le vieillissement des bâtiments en prenant en compte non seulement les impacts climatiques, mais beaucoup d'autres choses. Alors moi j'ai une question. Citowi est-il le nouveau modèle de pilotage financier du régime des retraites de nos actifs immobiliers ? Bonjour. Alors oui, effectivement, donc nous simulons en fait le vieillissement des actifs immobiliers en prenant en compte, par exemple, l'environnement, le vent, la pluie, mais aussi les usages, les sous-sols, par exemple, si c'est des carrières, etc. Et pour répondre à votre question, je vais vous parler d'un exemple sur lequel on a travaillé, un actif immobilier, dont la façade était en train de tomber. Je pense que tout le monde a cet exemple-là en tête de panneaux qui tombent. Il y avait une opération de dépose et de repose de façade qui devait être prévue, donc un actif immobilisé, pas de loyer, une opération à 3 millions d'euros. Et bien en fait, ils sont venus nous chercher. Et donc nous, on a compris pourquoi ça tombait. Et à partir de là, on a pu en fait éviter l'opération de dépose et de repose de la façade. On a mis en place un plan pluriannuel. C'est facile de faire ça quand vous savez ce qui se passe. Et on est resté dans les 10 000 euros de budget annuel. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez, oui, on peut. Je pense qu'il y a une grosse à éviter, une grosse dépense à éviter pour l'avenir. Oui. Alors là, vous nous parlez tout de suite des applications concrètes. Ouais. Grosso modo, vous nous parlez de rentabilité. J'aimerais bien que vous nous parliez aussi des modélisations que vous faites qui permettent la réduction de 70% de l'empreinte carbone de certains parcs, de certains bâtiments et de certains parcs des clients que vous avez. Alors complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on comprend vraiment la dégradation liée à l'usage, liée à l'environnement, liée à tout un tas de paramètres, derrière, on va pouvoir optimiser et rationaliser les plans pluriannuels de maintenance et d'investissement, ce qui fait qu'on a un actif qui est à la fois plus rentable, mais c'est aussi mieux pour la planète. Et ça fait partie, c'est vraiment une vision intrinsèque à l'entreprise, c'est que il n'y a pas de concession à faire entre les deux. Quand vous allongez la durée de vie des bâtiments et des matériaux, c'est mieux en termes de rentabilité, mais c'est aussi mieux pour la planète. Vous allez consommer moins de matériaux, vous allez produire moins de carbone, vous allez consommer moins d'énergie, vos complexes d'isolation de façade sont beaucoup plus pérennes, et puis vous allez produire beaucoup moins de déchets. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui sont venus nous voir pour des questions de rentabilité et qui, in fine, sont sortis en étant aussi plus durables. Et ça, c'est un effet, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Et alors, comment vous avez fait pour modéliser les impacts futurs climatiques qui vont jouer, accélérer peut-être le vieillissement des bâtiments? Comment est-ce que vous avez modélisé tout ça? Quelle est la Alors, parlez-nous un petit peu de technologie. Est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle? Parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants qui vont en parler sur d'autres sujets, mais j'aimerais bien savoir comment vous faites. Et puis, j'aimerais aussi que vous nous parliez du rôle de l'open data. Oui, complètement. Alors aujourd'hui, nous, on a vraiment une équipe technique avec beaucoup d'expériences complémentaires, c'est-à-dire qu'on a à la fois des docteurs en matériaux, des docteurs en génie civil, en structure. On a aussi des mathématiciens. Et vous-même, vous êtes architecte au départ? Alors moi, je suis un peu, voilà, je suis architecte et puis en fait, pour être très honnête, j'en ai eu marre de construire des bâtiments sans savoir comment ils allaient vieillir. Et du coup, je suis retournée à l'école des ponts faire un master, ce qui m'a permis en fait de développer un premier prototype et une première techno
et de lancer l'entreprise. Donc on utilise de l'IA, on utilise du machine learning aussi, mais vraiment ce qui est très important dans l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de boîte noire. L'IA, souvent, c'est quand même une boîte noire. Donc nous, on a une approche métier, une approche structure, matériaux qui est complémentaire, donc on peut expliquer ce qui se passe. Et si on rappelle ce qu'est une boîte noire, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas l'expliquer. Ce qui n'est pas du tout notre cas, en fait. Et puis, en fait, vraiment, nous, on est sur une démarche à la fois de dire, restons sobres, la table ronde précédente était très intéressante. On travaille avec les données du client, ce qu'il a, et puis on va les exploiter. On ne déploie pas une foule de capteurs partout sur tout un parc. C'est très contre-productif par rapport à des objectifs de rentabilité et de carbone, des communes carbone. Et du coup, on a vraiment ça à l'intérieur de notre ADN, et on va être sobre. L'objectif, c'est d'aller chercher des techniques qui répondent à un besoin client. Donc on utilise de l'IA et du machine learning quand c'est la seule technique qui va répondre aux besoins du client. Voilà. Et pour autant, vous nous disiez que les profils qui travaillent chez vous, ce sont des techniciens de l'immobilier, des techniciens des matériaux. Alors, on a vraiment un panel énorme, hein. J'ai à la fois des data scientists, mathématiciens, ingénieurs, génie civil, structure, matériaux, enfin voilà, des personnes qui ont 20 ans de métier dans le BTP. Donc on a une équipe très pluridisciplinaire. On a eu un économiste de la construction aussi. Donc on a une belle équipe. Parce que répondre à la simple question en fait, de savoir comment ça vieillit, pour ça, il faut une pluralité de compétences. Et alors, pourquoi vous avez développé un générateur 3D spécifique? Parce qu'on n'a parlé que de ça tout à l'heure, de maquettes 3D. Il y en a partout apparemment, à foison. Et alors vous, tout d'un coup, vous en développez encore un? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, pour faire nos simulations de vieillissement, on avait besoin de la 3D. Pour comprendre, par exemple, le vent sur la façade, le rayonnement solaire. Et on s'est dit, chouette, c'est génial, il y a du BIM partout en ce moment chez nos clients, on va pouvoir travailler. Et en fait, on est arrivé chez nos clients et on a découvert la réalité du terrain, c'est qu'il n'y a pas de BIM. Il n'y a pas de maquette BIM chez nos clients. Et du coup... Comment ça, il n'y a pas de maquette BIM? Chez nos clients qui sont des foncières, des bailleurs, etc., et s'il y a une maquette en expérimentation, on est bien. Et le gros problème étant que sur l'existant aujourd'hui, qui représente la majorité du patrimoine français, c'est beaucoup trop onéreux de passer à de la 3D. Ça coûte 5, 15, 20, 30 000 euros. Et donc, nous, on avait besoin de cette 3D pour travailler, pour pouvoir avancer, faire tourner nos modèles de simulation. Donc, on s'est dit, bon, deux options. Soit on arrête, parce qu'on ne pourra pas vendre notre produit, soit on trouve un moyen de contourner ce problème-là. Et donc, on a vraiment, et là, je vais être un peu incisive, mais on a pris le problème à l'inverse. On a dit... le BIM aujourd'hui est devenu une vraie usine à gaz en France, très complexe, très cher, etc. Eh bien, on va y aller petit à petit, on va faire simple. Faisons simple. Et on a développé un générateur de maquettes BIM qui coûte aujourd'hui quelques centaines d'euros par bâtiment, qui peut être utilisé par n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour faire du BIM avec notre technologie. Si vous avez un fichier Excel avec des données, ça suffit pour générer de la 3D. Et puis comme ça, on a réussi à débloquer le fait que nos clients n'avaient pas de 3D pour qu'on puisse travailler. Donc aujourd'hui, en quelques secondes, on peut passer tout un parc en 3D. Ça coûte, vous enlevez 2 zéros. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe qui est formée à ça en interne. Et derrière, nous, on peut travailler, on peut faire de la simulation du vieillissement. Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est que vous nous expliquiez également sur quelle typologie d'actifs vous travaillez, parce que vous m'avez parlé avant de cette journée, que vous m'avez parlé de logement, de bailleurs sociaux, vous m'avez parlé de foncière, de logistique, de tertiaire, vous m'avez parlé de tous les métiers qui interviennent sur la phase d'exploitation. Vous pouvez nous dire un mot de tous les services et finalement de toutes les déclinaisons qui sont utilisées par vos clients? Complètement. Alors aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec du public. Il y a une logique de détention long terme de ces actifs. Et notamment donc, les bailleurs sociaux qui vont avoir des obligations de PSP, de plan stratégique de patrimoine. Donc on va les aider à optimiser et à allouer l'argent au bon endroit. Vous avez X millions d'euros, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on met l'argent? Quelle opération technique on fait? Sur quel bâtiment? On fait la même chose avec des collectivités, donc régions,
les régions qui gèrent les lycées par exemple, ministères, les villes. Et puis on travaille aussi avec des acteurs du tertiaire aujourd'hui, tant locataires que propriétaires. On a des locataires qui viennent nous voir en disant bon bah je suis en train de renégocier aujourd'hui tous mes baux, venez avec moi, aidez-nous aidez-nous à vraiment comprendre dans quel état est le bâtiment dans lequel je vais m'installer pendant quelques années et quel sera le plan de charge idéal pour moi. Et puis, on va travailler avec des bailleurs, des grosses foncières privées qui, eux, veulent clairement optimiser tout leur plan de travaux et d'investissement. Et on a aussi des interlocuteurs sur la logistique, parce que la logistique, c'est très intéressant. Le secteur a complètement explosé aujourd'hui avec l'activité e-commerce. Oui, on en a parlé ce matin. Ouais, c'est une classe d'actifs qui a pris des galons. Exactement. Et donc, en fait, on a des acteurs avec des entrepôts qui sont sursollicités, qui vieillissent beaucoup plus vite. Et par exemple, des dalles qui vont s'effondrer avec des effets de pianotement. Et là, ce qui se passe, c'est que si vous devez arrêter votre activité économique pour refaire votre dalle, ça impacte directement le chiffre d'affaires. Ouais. Donc là, on travaille avec eux pour anticiper, en fait. Anticiper et puis faire des opérations de maintenance qui soient les plus intelligentes possibles pour être les plus pérennes possibles dans le temps. Donc différentes classes d'actifs aujourd'hui et puis différents types d'acteurs avec lesquels on travaille. Oui. Donc il y a une vraie logique d'utilisation de votre outil pour le cycle de vie économique, en fait. Oui, complètement. L'objectif étant de savoir... on a travaillé aussi sur des réhabilitations, de comprendre dès le début, en fait, étant moi-même architecte, de comprendre dès le début sur une phase de réhabilitation ou de conception en neuf, comment est-ce qu'on peut construire un bâtiment qui va vieillir moins vite, qui va vous coûter moins cher et qui va mieux servir son locataire. Donc on peut travailler autant sur du neuf, de la réhabilitation, il y a beaucoup de réhabilitation en ce moment, que sur de l'exploitation. Et puis on commence à avoir des demandes sur de la démolition des constructions, c'est-à-dire j'ai un bâtiment, aujourd'hui je ne sais pas si je le démolis, si je le réhabilite, qu'est-ce que j'en fais. Et on vient nous voir en disant dites-moi un petit peu la qualité des matériaux que j'ai, dites-moi ce que je peux en faire. Et là on est vraiment sur la fin de vie du bâtiment. Alors, on va faire un saut, mais un saut qui n'est pas si important que ça, parce que tout bâtiment est posé sur un terrain. Et donc, on va parler foncier. Et alors, on a justement Eduardo Larrain, qui est le directeur général de Quel Foncier. Alors, Quel Foncier, c'est le nouveau CRM du foncier, la plateforme qui trouve le foncier disponible instantanément partout en France? Est-ce que c'est ça ce que vous faites? Merci pour cette présentation. Oui, effectivement. Alors nous, on est vraiment dans le métier du développement foncier et dans la promotion, c'est le moment où tous les promoteurs sont effectivement concurrents pour trouver le terrain, trouver le foncier. Ils ne sont pas concurrents sur la commercialisation, où là, de toute façon, quand vous avez un promoteur en face d'un autre promoteur, son vrai concurrent, c'est l'ancien qui a fixé les prix du secteur. Donc oui, ça va être l'outil opérationnel du développeur foncier, du promoteur pour trouver du foncier. C'est un petit peu comme sa calculatrice qu'il va utiliser tous les jours. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lui donner tout ce qu'il a déjà en papier, tout ce qu'il récupère par téléphone en appelant son ami notaire, tout ce qu'il récupère avec ses apporteurs d'affaires, et on va lui donner directement dans sa poche, dans son téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus besoin de collecter toutes ces données pour savoir là où il doit construire, investir, acheter du foncier. Vous lui fournissez tout ça en temps réel, à jour. Et c'est ça le but de votre plateforme? Et exactement, on dit souvent qu'on n'est pas du tout une révolution. On enlève le R, on est une évolution, donc les startups disent souvent l'inverse. Mais en fait, on va reproduire exactement ce qu'il fait physiquement, on va le reproduire de manière digitale. Il a besoin de savoir quel est le nom du propriétaire sur une parcelle, de savoir tout ce qu'il possède sur toute la France. Aujourd'hui, il y a des bases de données qu'on peut récupérer et qui vous donnent de l'information en un clic. Vous avez la donnée de base qui est le règlement, le plan local d'urbanisme. Je ne sais pas où vous habitez, mais si vous habitez dans une commune de l'Île-de-France, la durée de vie de votre plan local d'urbanisme est de 24 mois. Donc tous les 24 mois, vous prenez votre PLU, vous le mettez à la poubelle et vous allez récupérer un nouveau PLU. Et la France, c'est grand, donc il n'y a pas que l'Île-de-France. Ça veut dire 100 PLU tous les jours, jours fériés, qu'on doit mettre à la poubelle digitalisée, et ça en fait 10 000 par an.
Et donc, ça donne une complexité énorme pour un développeur foncier d'aller collecter l'information. Moi, j'ai vu des développeurs dans leur voiture il y a encore 5 ans avec des gros classeurs. Ils imprimaient leur PLU. Ils essayaient de faire copain-copain avec la mairie pour avoir le PLU avant. Donc ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui parce que tout le monde a accès à l'information avant. Il y a un dicton qu'on dit souvent dans la promotion immobilière, c'est quand un PLU est arrêté, quand il est approuvé, c'est déjà trop tard. Donc il faut l'avoir avant, quand c'est un projet, quand c'est arrêté. Et c'est là qu'on va pouvoir voir les vraies opportunités foncières. On a un cas d'école, c'est Saint-Malo. Saint-Malo, ils en sont à leur 33e modification en 10 ans, donc ça en fait une tous les trimestres. Et c'est à chaque fois des modifications chirurgicales. Ici, on est en Ile-de-France, c'est la moitié des PLU qui vont changer en 2 ans. Et ce n'est pas l'effet des municipales qui aurait pu nous dire bon, ça va ralentir, il y a eu un effet municipal, mais qui n'est pas le même, qui n'est pas celui qu'on pense. Non, les PLU changent beaucoup et les développeurs fonciers sont toujours derrière. Avant, ils étaient à la traîne pour aller récupérer ces informations. Aujourd'hui, ils l'ont avant tout le monde. Donc vous êtes une formidable usine qui met à jour à tout moment les informations sur tout le foncier. Et justement, j'ai une question. Votre plateforme, est-ce qu'elle adresse tous les territoires et toutes les natures de bâtiments de France, c'est-à-dire les bâtiments qui existent, mais il y a aussi les parcelles vides, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous adressez vraiment tout le foncier ? Oui, alors les promoteurs sont partout, même en France, même en Guyane, on recherche du foncier. Alors effectivement, le foncier, bâti ou non bâti, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Je vais vous donner le cas extrême, c'est une zone agricole, une zone de forêt naturelle. En France, heureusement, on veut construire la ville sur la ville et pas la ville à côté de la ville, comme on peut voir ailleurs aux États-Unis, où on construit toujours la ville à 10 km et à la fin, on a des villes de 100 km de distance, comme à Los Angeles. Non, en France, on va construire la ville sur la ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur une zone agricole ? La zone agricole, si elle a elle a une culture, elle a une agriculture, elle n'est pas en jachère, on ne va pas la toucher. Mais si ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a pas d'agriculture et que c'est vide, il y a un faible niveau agronomique, ça va intéresser fortement les fermes photovoltaïques. Donc, on a des acteurs d'énergie qui cherchent du foncier. Et à l'inverse, quand on a certaines communes qui vont essayer de booster pour des acteurs des cinémas, pour du retail, même vous citiez des entrepôts, l'e-commerce, on pense à Amazon, etc. Oui, ils cherchent dans toute la France des fonciers. Et donc, évidemment, un foncier il va être intéressant des fois pour du logement et du bureau, des fois pour de la logistique, et des fois même pour des métiers, on ne s'attend pas. Plus c'est hostile et plus le sous-sol est hostile et sale, plus ça va intéresser des gens d'énergie. Un site pollué, par exemple, qui coûte cher à dépolluer où ça va mettre 30 ans, on va peut-être mettre une ferme photovoltaïque dessus. Alors, c'est marrant parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que c'est très simple. Et je comprends très bien que vous ayez ce discours pour expliquer que votre outil est simple à utiliser et qu'il rend beaucoup de services. Mais vous pouvez nous expliquer en 32 minutes pourquoi le métier de développeur foncier est extrêmement complexe ? Il y a combien de réglementations différentes que vous devez vérifier sur chaque parcelle et que vous vérifiez dans votre plateforme, ce qui d'ailleurs naturellement en fait un outil absolument formidable pour tous ceux qui ont besoin de faire de la recherche foncière. Le métier de développeur foncier, c'est un métier vraiment, pour moi, c'est un métier exceptionnel. C'est le euro quotidien parce que la même personne aux États-Unis, il construit sur un terrain agricole. C'est simple, le terrain agricole, il est vierge, il est propre, je construis dessus. En France, on dit non. Et heureusement qu'on dit non, parce qu'on a des enjeux sur ce siècle écologiques très importants. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste la ville, tous les fonciers qui sont dans les villes, dans les périphéries. Et évidemment, il y a toujours un problème. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, vous citiez la carrière, un site pollué, toujours quelque chose. Et donc, le développeur foncier, il va devoir identifier quels sont tous les problèmes très rapidement. Et oui, il y a 150 réglementations en dehors du plan local d'urbanisme qui est décidé seulement au niveau local, mais qui peuvent impacter son projet. Et des choses souvent négatives, mais aussi des choses positives, puisqu'on a aussi beaucoup d'incitations fiscales et également des choses qui arrivent dessus. Pourquoi je parlais d'écologie ? C'est qu'on a la RE 2020 qui arrive. On peut dire, non, on va attendre 2025 parce que tous les nouveaux buildings, ça sera seulement en 2025 qu'on va interdire le chauffage au gaz. Sauf que, rien qu'en Ile-de-France, on a déjà 3 PLUI qui recouvrent une centaine de communes qui anticipent déjà la RE 2020. Donc, il va falloir chercher à se connecter à un réseau de chaleur, il va falloir chercher à être beaucoup plus sobre en termes de consommation de carbone. Alors, la question suivante, elle est toute naturelle. Vous collectez beaucoup de données, donc vous avez beaucoup de sources de données. Comment vous mettez à jour
votre base de données pour qu'elle soit utilisable en temps réel? Et comment vous faites avec l'open data? Est-ce qu'il y a eu des évolutions au niveau de l'open data, notamment du Trésor public, de la DGFiP et des organismes qui détiennent les informations, hein, le fameux Conservatoire des hypothèques, l'ancien, qui avait toutes les informations sur les propriétés de France et de Navarre? Oui, et effectivement, il y a eu un énorme pas en avant. Alors, à l'époque, c'était, pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque de Chirac, en novembre 2005, ça a déjà commencé là. Mais depuis quelques années, oui, aujourd'hui, on ne se bat plus pour savoir qui est le propriétaire d'une parcelle. Enfin, c'était anormal avant, quand c'est une société. Pas quand c'est une personne physique, mais une personne physique, quand elle possède des biens, en général, elle passe par une SCI. Donc, c'est une société. Donc, on peut accéder à son patrimoine. Ça, c'est une base de données qui est tombée dans l'open data il n'y a pas longtemps, mais il y a énormément d'autres bases de données, comme le bâti, savoir l'année de construction de l'immeuble. Il y a énormément de bases de données, même les plans locaux d'urbanisme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, aller chercher un plan local d'urbanisme en Corse. C'est pas du tout facile. Beaucoup de mairies mettent du temps à publier mais ça je devrais pas le dire, mais mettent du temps à publier les données. Donc oui, l'open data a beaucoup changé. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'open data. Maintenant, ça reste un métier, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez accès à l'open data que la donnée elle est facilement utilisable. Donc il faut des acteurs. Et là, je vois qu'il y a un panel brillant de personnes, mais pour utiliser cette base de données, ces open data, trouver des usages. Nous, on l'a trouvé pour les promoteurs, pour les préfets, pour les aménageurs qui utilisent massivement nos données. Maintenant, c'est très compliqué d'utiliser l'open data, et surtout, c'est une course contre la montre pour être toujours à jour. Parce que si vous avez 3 mois de retard et la durée de vie de votre, ou 6 mois de retard et la durée de vie de votre PLU c'est 24 mois, bah, ça veut dire que vous êtes à jour 18 mois, donc 3 fois sur 4, quoi. Donc ça ne va pas du tout. Donc vous devez être à jour tout de suite. Alors, sur les différentes sources de données et sur notamment le travail avec la donnée publique, on a également Blaise Horteux qui est ici et qui a une solide expérience de la chose. Ça fait déjà plusieurs années, Blaise, que vous travaillez sur la data publique. Mais j'avais une question vous concernant. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire les données, enfin, la data publique ou non publique et l'intelligence artificielle sont-elles plus efficaces aujourd'hui que le relationnel opportuniste sur le terrain? Vous m'entendez là? Oui. Oui. Je ne comprends pas toujours les questions, Eric, et objectivement. Mais je crois avoir perçu, parce qu'on s'est entraîné avant, et déjà, par rapport à ce sujet-là, l'exploitation de la data et la valorisation de la data en utilisant l'IA, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça va aider, ça va contribuer, mais ça ne remplacera pas tout. Et c'est là où, quelque part, on a de plus en plus de modèles mathématiques. L'open data, on en parlait, il faut la retravailler, il faut la fiabiliser, il faut la rendre accessible. Encore une fois, l'open data, c'est une data administrative. Nous, on a besoin d'une data opérationnelle. Donc, il faut retravailler ça pour donner accès. Mais derrière ça, il y a beaucoup de data. La part de l'open data par rapport à la data qui est créée, modélisée, anticipée, elle est infime. C'est une base de départ. Mais après, il faut la rendre digestible et après partir sur des modèles d'anticipation. Et c'est là où on crée de la valeur. Alors justement, comment est-ce qu'on construit un modèle prédictif avec de l'intelligence artificielle? Puisque la base, c'est juste un petit tas de cailloux d'informations. C'est ça. À la base, nous, on avait été sollicité pas mal pour avoir des promoteurs pour aller chercher du bâti. Et on s'est dit, c'était il y a 3 ans, et on s'est dit comment on peut utiliser l'IA pour l'immobilier entreprise. Donc on est allé voir le BPI parce qu'on ne connaissait pas grand-chose. Et BPI nous a mis des ingénieurs. On a travaillé pendant 2 ans là-dessus. Et en fait, nous, on voulait anticiper les déménagements d'entreprise. On est plus dans la commercialisation locative que dans l'acquisition, l'investissement. Et notre base est bien fournie. Hein? Le transactionnel. Ouais. Alors oui, historiquement, HBS, alors pour la place de l'immobilier, on s'est donné comme mission de rendre ce marché de la transaction le plus transparent possible pour le rendre plus efficient et puis donner accès à tous. Donc c'était vraiment notre positionnement historique. Et en travaillant sur la commercialisation, on s'est aperçu qu'on avait donc beaucoup de champs qui pouvaient expliquer des déménagements. Donc on a pris une base de 70 000 déménagements qu'on avait identifiés dans nos bases de données. 70 000 déménagements, c'est à peu près 2 années de déménagement en bureau. Donc on les a identifiés et à partir de là, on a mis 400 champs en face, qui sont des champs qui concernent l'immeuble, qui concernent le marché autour, qui concernent l'implantation de l'entreprise, les locataires, propriétaires, l'arrivée à échéance, les ratios mètres carrés par personne, enfin tous ces indicateurs-là.
On a pris des indicateurs sur la société. Est-ce qu'elle a fait lever des fonds? Est-ce qu'elle a fusionné? Est-ce qu'elle elle est en croissance? Elle a un chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle a une rentabilité? Toutes ces questions-là. Donc ça fait 400 champs qui ont expliqué les 70 000 déménagements. Et alors là, c'est la boîte noire. Hein. C'est complètement la boîte noire. Alors, vos ingénieurs, ils vous expliquent que ça s'appelle un modèle de neurones. Il y a plusieurs modèles. Ça, c'est un modèle de neurones. Et l'intelligence du cerveau, c'est que il fait des synapses. Donc, il va dire, si tu es dans le 8e arrondissement, que tu payes un loyer cher et que tu n'es pas rentable et que tu es locataire et que tu arrives à une échéance, il y a de fortes chances que tu déménages. Alors ça, tout le monde peut le faire. Mais quand vous avez 400 champs à mettre en corrélation avec des si et des ou, je peux vous dire que, à mon avis, le modèle de cerveau, il doit être efficace. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et le résultat, en fait, est assez amusant parce que on a gardé un petit échantillon. Là, on savait qu'ils déménageaient, eux. Et on a dit à la machine, dis-nous si elle déménage. Et puis, on est arrivé à un taux de prédictivité de 30%. Alors maintenant, allez interpréter le 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous donne 10 entreprises, il y en a 3 qui déménagent. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est 3 fois plus que ce qu'on fait de manière statistique aléatoire. C'est pas mal, mais c'est pas 70-80%. Voilà, donc c'est ça. Et en fait, notre vraie conclusion là-dessus, c'est que, et c'est là où je rejoins la première question, c'est ça permet réellement d'être efficace, ça ne se substituera pas à l'humain. Mais voilà, c'est parce que l'immobilier entreprise est un marché trop petit. Alors peut-être le résidentiel, on arrivera à faire des choses intéressantes, mais il faudrait aller chercher le nombre d'enfants, les pièces, les chambres, et ça, la CNIL le protégera. Mais sur l'immobilier entreprise, c'est un marché trop petit pour avoir une IA qui soit vraiment efficace. Alors peut-être demain, avec d'autres bases de données, on a entendu le fait de suivre la consommation dans les immeubles. Il y a peut-être d'autres éléments qui alimenteront, qui permettront d'améliorer la fiabilisation, la fiabilité, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, on vient de parler de l'immobilier d'entreprise, mais je sais que vous, chez HBS Research, vous créez aussi de nouveaux observatoires. Est-ce que, Blaise, vous pouvez nous parler de cette création d'observatoires immobiliers spécifiques, et notamment celui concernant la santé? Donc j'imagine les EHPAD aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été sollicité par des fonds qui nous ont posé la question et qui nous ont dit, voilà, nous, on veut investir la santé massivement. Et on a une vraie question, c'est qu'on n'arrive pas mis à part les études XERFI, on n'arrive pas à comprendre ce marché. Donc, l'immobilier résonne de manière très opportuniste. J'ai un portefeuille, j'ai un immeuble à vendre. Voilà, ça c'est le deal. Mais est-ce qu'on peut avoir une approche top-down où on est capable derrière d'identifier des secteurs géographiques, des types de propriétaires, des opérations et d'aller chercher en off-market ces opérations? Et c'était vraiment ça la question. Et nous, notre base, elle était trop lourde. On a 6 millions d'immeubles, on a des volumes, enfin, on cartographie toute la France. Donc, c'était un peu difficile d'isoler l'immobilier de santé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a retravaillé pour fiabiliser les natures des immeubles. Et ça, je peux vous dire que l'open data ne nous donne pas l'info. Comment j'identifie les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les centres de thalasso, les centres de soins, enfin bref. Donc on a identifié ces immeubles-là. On les a extraits, on les a interfacés. On les a extraits et interfacés dans un Power BI, dans des outils de DataVis. Et à partir de là, on a recollé toutes les infos sur les propriétaires, les occupants, les transactions, les offres, enfin bref, tout ce qu'on pouvait récupérer, sachant que ces immeubles étaient en monodestination, on ne se trompait pas sur le fait que cette info portait bien sur la santé. Et en faisant ça, on a créé un observatoire dans lequel vous avez une seule page et vous êtes capable de comprendre combien il y a de bâtiments, qui sont les propriétaires, qui sont les exploitants, quelle est la part de la financiarisation de ce secteur, parce que derrière, c'est des occupants qui sont propriétaires ou des investisseurs, quelle est la part des nationaux par rapport aux locaux, quelles sont les dernières opérations qui sont faites, aussi bien à Champéry que à Brest. Voilà. Vous êtes capable de cartographier l'ensemble du marché. Et à partir de là, on s'est dit, cette règle-là, on va pouvoir la dupliquer et raisonner par filière, où on va pouvoir expliquer le marché de la santé, le marché du tourisme et du loisir. On nous interroge beaucoup sur la résidence-service, enfin tout ce qui est évolution de l'habitat, enfin voilà, toutes ces questions-là, et qui nous permet d'avoir une approche plutôt stratégique, top-down, et on va voir si derrière, qui va savoir accaparer cette info. Est-ce que c'est les fonds? Est-ce que c'est les assets? Est-ce que c'est les promoteurs, qui sont assez dynamiques aussi? Voilà. Est-ce que c'est les autorités publiques? Alors, les autorités publiques nous ont interrogés en disant, oui, c'est quoi le taille? Alors, quiz, est-ce que quelqu'un connaît la taille du marché de bureaux, le nombre de mètres carrés de bureaux en France? Ah, il y a une estimation là-bas. Non? Non, en fait, de manière simple, nous, on avait travaillé déjà sur le parc de Paris. À l'époque, l'ORIE déclarait 16 millions et nous, on avait travaillé avec la PUR pour essayer de quantifier tous les immeubles. L'ORIE était parti d'une statistique et nous, on était parti sur taxe bureau, un certain nombre de critères. Et nous, on est parti sur l'inventaire physique de tous les immeubles. Et on est arrivé à 3700 immeubles et on est arrivé à 18 millions de mètres carrés. Alors, pour vous dire déjà sur Paris qu'on avait un gap de 15%, entre les mètres carrés identifiés, calculés et la réalité. Et donc, effectivement, le ministère nous a interrogés pour dire, le ministère du Logement nous a interrogés pour dire est-ce que vous avez les moyens de connaître le parc
totale en France de bureaux. Et après, d'identifier le parc vide et vétuste, actuel et à venir, dans le but d'accompagner les collectivités pour qu'elles acceptent, qu'on les convainque qu'elles vont avoir des friches et qu'il va falloir qu'elles transforment. Pour financer donc. Alors, il y a d'un côté les promoteurs, certains promoteurs qui nous couraient derrière, qui sont très intéressés par ce type d'infos, mais l'État, lui, il était plus dans une logique de sensibiliser les villes pour qu'elles acceptent la transformation. Pourquoi ? Parce qu'un immeuble de bureau rapporte plus, en tout cas engendre moins de dépenses qu'un immeuble résidentiel dans lequel il faut créer de l'infrastructure, des écoles, des piscines et tout ça. Donc les villes sont assez réticentes à ça. Donc il a fallu qu'on nous a interrogés pour savoir si on était capable de le faire. Donc oui, on a démontré qu'on était capable de le faire, qu'on serait fiable à 80-90%, mais qu'il y avait un problème de fiabilisation du dernier kilomètre, entre guillemets, avec les villes, mais qu'on était capable d'identifier ce parc et de le travailler. Donc voilà, donc oui, ça sert à une vision un peu globale de son marché, là où l'immobilier reste quand même vachement opportuniste. Alors, Pauline nous parlait tout à l'heure de l'ensemble des profils qui sont dans son entreprise et qui travaillent ensemble à produire les modélisations de vieillissement des immeubles. Même question pour vous, Blaise. Chez vous, vous avez des data scientists, vous avez des experts divers et variés. Vous pouvez nous en parler un peu. Ouais. D'ailleurs, la question, je la reposerai tout à l'heure aussi à notre ami Eduardo pour Quel Foncier. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que, en fait, Pauline parlait du suivi du vieillissement. Nous, on l'a abordé aussi, mais du côté commercial. C'est-à-dire que Bouygues, par exemple, nous a fait travailler pendant 4 ans en exclusivité sur l'anticipation des cycles de vie, Des travaux mais à venir. vu de l'extérieur, pas de l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'un immeuble l'immeuble, il se crée, il grandit, il a maturité et il décline. Et pour arriver à cette modélisation, donc nous, c'était commercial. On le voyait à travers des indicateurs comme l'offre, comme les valeurs, comme le taux de remplissage, donc on ne le voyait pas par l'intérieur. Et quand on a travaillé là-dessus, en fait, il y avait Bouygues qui avait la connaissance. Nous, on avait la data, et puis on avait nos mathématiciens qui modélisaient. Et en fait, c'est un mix des trois, en fait. C'est l'usage, la connaissance immobilière de la data et la connaissance des modèles qui fait que derrière, on arrive à faire des choses performantes. Donc, pour répondre à cette question, nous, on a des gens de la data, on a des mathématiciens, et puis on a des gens de l'immobilier. Et c'est ce mix-là qui fait qu'on arrive à faire des choses amusantes. Mais oui, c'est pas simple. Et puis faire parler un informaticien avec un mec de la data, avec un mec de l'immobilier, sincèrement, je vous promets, c'est un exercice difficile. Hein. Alors, même question pour Eduardo. Quels sont les profils que vous avez chez vous en interne pour pouvoir traiter toutes ces sources différentes de données et produire votre CRM du foncier français ? Effectivement, c'est assez similaire à ce que disait Blaise. On pense start-up, on se dit il n'y a que des développeurs informatiques et il n'y a que des commerciaux. Chez nous, en fait, c'est 90% des gens qui produisent de la donnée. Donc, pas du tout d'informaticiens, pas du tout de commerciaux. Non, c'est vraiment des producteurs de données. Donc, vous parliez de mathématiciens, data scientists, oui. Et pourquoi ? Parce que l'open data est très, très compliqué à utiliser. Effectivement, il faut la rendre opérationnelle. Donc, j'ai bien aimé on part d'une open data administrative à une open data, enfin une donnée opérationnelle. Donc effectivement, oui, n'importe qui peut accéder aux bases de données que je vous ai dit, des propriétaires, des PLU, etc. Mais sauf que il faut l'enrichir et elle est inutilisable sinon. Alors, on va continuer notre chemin de Compostelle avec Noureddine Lamriri. Et on va continuer avec l'intelligence artificielle. Mais ce qui est intéressant avec vous, et ce qui est remarquable, c'est que chez vous, l'intelligence artificielle, elle est au service des données cachées dans les documents. Vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une particularité peut-être par rapport à beaucoup de personnes qui sont intervenues. Tout ça a été très très intéressant. Je pense avoir appris plus que je vous en apprendrai aujourd'hui. Mais le métier d'Everteam, juste pour introduire comme ça positionne aussi sur ce point, le métier d'Everteam, c'est on est éditeur de logiciels d'analyse des documents. Des documents, vous en avez partout. Vous avez des mails, vous avez des documents dans l'explorateur Windows, sur votre laptop, etc. Il y a une étude qui a été faite par IDC, qui est un cabinet nord-américain. 90% des documents qu'on manipule au quotidien, c'est des documents, ce qu'on appelle non structurés, c'est-à-dire des fichiers, en quelque sorte. Et donc, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on arrive à un constat, alors très pragmatique, c'est que la plupart des entreprises se retrouvent dans une situation où elles ne savent pas ce qu'elles ont. Elles ont des documents dans les disques réseau partagés qui se baladent dans des ERP, dans des gros fichiers dans la messagerie, dans les fichiers PST, dans les serveurs Exchange, dans divers silos documentaires. Finalement, elles n'ont pas idée de ce qu'elles possèdent.
Et donc, l'enjeu en termes d'IA, et c'est là-dessus qu'on a intervenu, c'est qu'elles arrivent à un constat où elles ont tellement attendu, parce qu'il y a eu une grande période que les entreprises ont connue, qui est « si j'ai du document dans mon entreprise, je dois garder au cas où. Si j'ai un problème, je l'ai au cas où ». Et donc, on est dans cette situation où finalement, on essaie de satisfaire au mieux les utilisateurs finaux pour pas qu'ils se plaignent trop, et on garde au cas où on aura un problème. Et finalement, c'est effectivement été un paradigme qui était plutôt valable durant un certain temps. Sauf que l'accroissement des volumes, la pression réglementaire, la volonté aussi d'avoir une approche plus frugale, hein, j'ai entendu ce terme fréquemment dans les conférences, la volonté d'être aussi plus écologique dans sa manière de gérer le numérique, amène les entreprises à se retrouver finalement avec ce gros tas de documents, hein, ce capital informationnel, pour le dire élégamment, ce que les Américains appellent le dark data. Hein. On voit une tendance à aller vers Star Wars, enfin la guerre des étoiles, même dans la gestion documentaire. On arrive finalement face à un ensemble indifférencié de documents qu'on ne peut pas qualifier manuellement. On ne peut pas les analyser manuellement. On ne dispose pas de règles explicites qui nous permettent éventuellement d'appliquer du tri. Et là, l'IA apparaît comme une solution, pas parfaite, hein, ça a été dit plusieurs fois et je suis plutôt d'accord avec ça, mais la loi des 80-20, entre ne rien comprendre à ce qu'on a et ne pas maîtriser le risque ou l'opportunité de ce capital informationnel et appliquer finalement une technologie automatique qui pourrait aider à aller un petit peu plus vite dans l'identification de ces contenus, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui passent le pas. Voilà. Et donc, on utilise principalement des technologies qui vont permettre de réduire le temps d'accès à un document, c'est ce qu'on appelle le délai d'indisponibilité d'un document, parce qu'on a un projet, par exemple, en ce moment, alors, qui n'est pas dans le secteur de l'immobilier, mais qui était au ministère des Armées, où ils sont arrivés au constat que les collaborateurs passaient 2 heures par jour pour retrouver un document et que ça devenait véritablement un problème. Il y a quand même beaucoup de personnes au ministère des Armées. Si on fait 2 heures par collaborateur, ça fait finalement beaucoup d'argent. 2 heures pour un document? Oui, 2 heures par jour. Ils passaient 2 heures par jour, globalement, à chercher des documents. Ah, d'accord. C'est quand même énorme. Ça reste quand même énorme dans le sens où, avec une logique finalement assez simple et une restructuration de l'information basée sur des principes qu'ils connaissent mais qu'ils ne peuvent pas appliquer parce que pas de disponibilité, parce que pas les moyens techniques de pouvoir l'opérer, finalement le problème perdure et s'intensifie parce que le volume d'information augmente, les collaborateurs partent et finalement on se retrouve dans une espèce de cercle un peu vicieux et il faut réussir à rentrer dans une logique un peu plus vertueuse. Et donc l'IA doit quelque part réussir à les sortir de cette impasse. Et donc on réduit le temps d'accès ou on aide à assainir. On détecte les doublons, on liste l'ensemble des versions d'un même document, parce que finalement on se retrouve face à un document, on se dit est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Parce que comme en litige avec un prestataire, je ne suis même pas sûr d'avoir la dernière version. Donc de manière automatique, le système peut assez facilement identifier l'ensemble des versions qui s'y trouvent en cherchant des doublons proches. On peut aussi essayer de gouverner l'information, c'est-à-dire d'avoir une approche frugale de son capital informationnel, en mettant en place entre guillemets, une logique vertueuse par conception de ce que je dois garder, de ce que je ne dois pas garder, de qu'est-ce que je dois détruire et quand je dois le détruire, presque aux dépens des collaborateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que l'outil aide et assiste finalement à typer les documents, à calculer les dates d'élimination prévues, à proposer des documents à détruire en respectant une politique globale de l'entreprise. Les entreprises vont vers ça. Sur le marché nord-américain, c'est un marché qui est en plateau, qui est en train de s'exécuter. Et en France, on arrive à ce que j'appelle la fin d'évangélisation. Les entreprises commencent à se dire qu'il faut vraiment qu'on le fasse et qu'on investisse pour répondre à ces problématiques. Alors par rapport à la gestion documentaire, les mauvaises pratiques qu'on connaît tous, c'est qu'on empile des documents sans les indexer, c'est-à-dire sans saisir les métadonnées qui permettraient ensuite d'optimiser leur traitement. Est-ce que l'IA le fait de manière automatique et si oui, comment? Et puis j'aimerais que vous me parliez un petit peu plus de techniques. Quelles sont les technologies qui sont combinées? Parce qu'on parle d'IA, mais il y a de la classification automatique, il y a de l'analyse de texte, le fameux NLP, il y a pour Natural Language Processing, voilà, l'extraction d'entités nommées, machine learning, tout ça c'est des noms, mais en fait, simplement, c'est à chaque fois des couches différentes d'intelligence artificielle qui viennent se compléter et se renforcer les unes les autres. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça? Qui fait qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris,
vous êtes capable d'extraire les données des documents, les données remarquables pour le coup, les données intéressantes, une fois que les documents sont typés. Est-ce que c'est bien ça que vous pouvez faire aujourd'hui? Parce que ça, c'est vraiment nous rendre service pour le coup. Oh oui, c'est l'idée. Hein. Alors déjà, je dis en introduction pour tous les courageux qui sont là en fin de conférence, que je vais essayer d'être le plus digeste possible dans les explications de tous ces acronymes qui viennent d'être listés par Eric. Hein. Donc on va essayer de... On est dans cette idée qui avait été citée par Pauline, je crois, voilà, ce qui est de dire, finalement, on utilise de l'IA, mais on n'utilise pas de l'IA en mode je te jette de l'IA sur la table et vas-y, entre guillemets, débrouille-toi avec. L'idée, c'est quand même de l'encapsuler dans des cas d'usage qui apportent de la valeur. C'est-à-dire que l'IA, un peu comme, comme l'OS que vous avez sur votre ordinateur, vous utilisez plein de technologies sur votre Windows, mais en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre les services qui tournent dessous, les mots de commande, voilà, il faut tout de suite de la valeur. Donc en fait, l'IA, on arrive à ce stade où les entreprises se disent on a fait des phases d'expérimentation, on trouve que c'est sympa, maintenant on n'a plus besoin, on n'est plus séduit par le fait de comprendre. On veut juste être certain que d'ailleurs ça apporte un service ou de la valeur. En tout cas, dans notre marché, c'est comme ça que ça se passe. Et dans notre secteur, on a pioché les technologies d'IA qui nous sont utiles, et ça fonctionne vraiment comme un oignon. C'est-à-dire qu'on a un document, et finalement, première chose qu'on va faire sur ce document, on va faire une analyse morphosyntaxique. On va se dire, bon, ce document, il a des paragraphes, il a des phrases, essayons de savoir si on trouve un peu la structure de cette phrase, le verbe, les adjectifs, etc. Enfin, un balayage qui n'a aucun intérêt pour l'utilisateur final, mais qui, pour nous, est intéressant pour toutes les phases de désambiguïsation. La deuxième étape, ensuite, c'est qu'on va être capable d'identifier des données remarquables au sein du document. On fait ce qu'on appelle de l'extraction d'entités nommées. Hein, donc ça veut dire on va modéliser des informations qui sont pertinentes pour vous. Vous allez peut-être nous dire, nous on a des numéros de contrat, ou des numéros d'assurés, ou des numéros de clients. On a peut-être aussi des listes que vous pouvez nous fournir, qui sont les listes de vos sous-traitants, etc., etc. Des montants de loyer, des indexations. Alors, ça peut être des informations qu'on va localiser comme ça et qu'on va extraire, mais c'est quelque part un composant compilé qui, en fait, indifféremment et un peu, entre guillemets, bêtement, balaye le texte, trouve des valeurs, les extrait et enrichit les fameux formulaires. Vous parliez d'un formulaire de 400 champs. Nous, on est sur un marché où la principale innovation, c'est de réussir à maintenir le niveau d'usage des collaborateurs qui est grosso modo, je prends un document et je le dépose et c'est tout, en permettant d'obtenir un résultat où on a finalement un document qui est correctement décrit avec une vingtaine ou une trentaine de métadonnées claires qui permettent de le qualifier, de le classer, de le rechercher, de le retrouver, de savoir quoi en faire durant tout son cycle de vie. Parce que la problématique qu'on a toujours connue dans notre secteur, c'est qu'il y a toujours eu deux grandes approches. Il y a l'approche que je qualifierais d'anglo-saxonne, qui est je prends les documents, je les dépose sans les décrire. C'est ce qu'on a dans SharePoint, ce qu'on a dans les produits qu'on appelle sur le marché les EFSS, pour Enterprise File Search and Synchronization, c'est Google Drive, Office 365, etc. Le disque réseau partagé, qui est de la même famille. Hein. On pose et on ne se pose pas de questions. Et le jour où on a un litige, il faut vite les retrouver. Donc on a un gros tas d'informations et on fait appel à des prestataires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type d'outils, des outils de e-discovery, qui sont, entre guillemets, retrouve-moi dans ce bordel le document dont j'ai besoin par rapport au procès dans lequel je suis engagé. Ça, c'est l'approche anglo-saxonne. Je ne suis pas aux États-Unis, donc je peux me permettre ce trait d'humour. Et puis la deuxième approche, que je qualifierais d'approche européenne, ou occidentale, enfin locale, en France, c'est très, très, très ancré. C'est grosso modo, je dépose un document, je ne peux pas le déposer si je n'ai pas décrit les 20 champs de métadonnées préalables. C'est-à-dire que je dois les décrire. Je vais assister avec des listes aux résultats, etc. Quand j'ai tout décrit, je valide et le dépôt peut être fait. Mais la réalité, c'est que personne ne les remplit, les 20 Voilà. La première fois, oui, de projet mais dès la deuxième, c'est terminé. Alors, quantité de projets échoue parce que les utilisateurs disent, mais attendez, mais moi je suis asset manager, il est hors de question, je passe une seule seconde à décrire 20 champs chaque fois que je dépose un document. Et donc, on rétropédale assez régulièrement sur ces sujets-là. Voilà. Donc ça, il y a ces deux grandes approches. Et donc, nous, dans les technologies d'IA, on va essayer d'apporter une seule innovation, c'est de régler le problème un peu de ces deux univers, parce qu'aucun des deux finalement ne convient. Donc, on extrait des données remarquables, comme je l'ai expliqué. Ensuite, ces données remarquables, on va s'appuyer dessus pour pouvoir ensuite enrichir avec d'autres métadonnées en se basant sur des règles explicites qu'on aura déterminées. On va dire au client, est-ce que quand on trouve une donnée personnelle sur un document, il devient confidentiel? S'il nous dit oui, on ne lui demandera pas de typer que le document est confidentiel. On pourra définir une règle explicite qui, en fonction des valeurs trouvées dans le document, pourra déterminer, entre guillemets, une qualification sur ce document. On va être capable ensuite
et ça va arriver en bout de chaîne, de faire de la classification automatique par apprentissage automatique. Donc on va vite arriver finalement à un corpus de documents qualifiés, et sur ce corpus de documents qui a été qualifié, on va jouer sur des mécanismes d'apprentissage automatique, ça a déjà été un petit peu expliqué, et on va dire sur le reliquat, qui est indifférencié, qui n'est pas connu, les nouveaux documents qu'on ne peut pas typer parce qu'ils sont vraiment trop mal classés. Et, voilà. On va dire au système, avec de l'apprentissage automatique, essaye de finir le travail. Donc c'est là que l'apprentissage automatique et l'IA, finalement, aide. Ça aide à finir le travail là où l'humain passerait beaucoup trop de temps. Bon, ben, c'est super intéressant parce que ça veut dire que demain, on n'a plus besoin de saisir les métadonnées et que les outils le font de manière automatique. Donc on a un petit robot dans la bibliothèque. C'est ce qu'on essaye de faire, oui. Oui. Alors, on va terminer cette table ronde avec Rémi Laurent. Vous êtes directeur commercial chez Witco et on va revenir là sur quelque chose, on va quitter pour le coup l'informatique, on va revenir sur du service concret. Parce que chez vous, chez Witco, en fait, vous transposez les codes de l'hôtellerie dans la gestion des espaces de travail. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Alors, Witco, c'est votre nouveau nom, parce qu'avant, vous vous appeliez Mon Building. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se reconfigurent les usages sur les lieux de travail après le confinement? C'est un sujet qu'on a abordé en tout début de journée. On va finir cette journée en le réabordant à nouveau. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous appliquez les codes de l'hôtellerie aux nouveaux usages de bureaux et évidemment à la baisse de consommation des mètres carrés de bureaux, puisque avec le télétravail, la plupart des acteurs réduisent leurs espaces de travail. Bon, bah, la boucle est bouclée. Si on a commencé la journée avec ça, on va la terminer ainsi. Oui, alors en effet, nous, on est arrivé avant le confinement. On a fait justement, Nourdine parlait d'évangélisation. On a passé cette phase-là. Maintenant, on est déployé sur un bon nombre d'immeubles, 800 immeubles à travers l'Europe. Et on est justement dans une logique d'être centralisé sur l'expérience que va vivre un individu sur son lieu de travail. Donc ça peut passer sur un lieu de travail dans un immeuble multilocataire, ça peut se passer comme en tant que collaborateur dans mon siège social. Et en effet, la période que l'on vient de passer de confinement et du coup maintenant la mise en place de Flex Office change beaucoup les usages. Et nos interlocuteurs en général, ce sont deux grands types d'interlocuteurs que l'on a. Sur un immeuble multilocataire, on va discuter avec les bailleurs et les équipes des asset managers, aussi peut-être avec le property management. Et sur les sièges sociaux, ça va être bien souvent, du coup, toutes les directions des environnements de travail, ressources humaines, voire même marketing, communication, parce que ça en fait partie. Alors, c'est deux enjeux et deux problématiques totalement différentes en fonction de l'interlocuteur que l'on a en face de nous. Sur la partie multilocataire, bailleur, on va être dans une logique qui était identique à celle avant le confinement, de dire mon immeuble a une identité, a une marque et une ADN, et pour lui, on va lui construire son application en marque blanche. Et je veux que dans mon immeuble, je me différencie des autres et que quand quelqu'un va prendre à bail des plateaux dans mon immeuble, il va vivre une expérience qu'il ne vivra pas ailleurs. Donc on œuvrait ensemble pour pouvoir encore plus marquer cette empreinte-là sur l'immeuble à travers l'expérience que va vivre n'importe quel locataire et ses employés et ses collaborateurs au sein de cet immeuble. Donc ça, c'était une première chose et on agrège du coup l'ensemble des services de l'immeuble pour ses occupants. Sur la partie sièges sociaux, aujourd'hui, ils avaient la même volonté, mais là, qui s'est encore plus renforcée après le confinement. Pourquoi? Parce que post-confinement, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Un, c'est que le collaborateur était perdu. Travailler chez soi, c'est perdre une identité, c'est aussi ne plus, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte, mais voir physiquement des gens et mes collaborateurs. Mais c'est du coup aussi un sentiment, un besoin en tout cas d'appartenance à une communauté qu'il avait perdue. Et la troisième chose encore, c'est que finalement, on sait qu'on peut travailler de chez soi, on sait qu'on peut tous travailler à distance, mais du coup maintenant, je veux bien revenir sur mon lieu de travail, mais à quelles conditions? Et du coup, nos interlocuteurs là, ils se disent, il faut que je continue à faire, comment je vais continuer à diffuser la culture de mon entreprise auprès de mes collaborateurs. Et ça, c'est un enjeu sur lequel on va les aider grâce à un outil digital comme le nôtre, en leur créant une application dédiée pour cela. La deuxième, ça va être justement comment permettre à des gens, à mes collaborateurs qui vont être le lundi à mon siège social, le mardi chez eux et peut-être le mercredi sur un tiers-lieu, donc à équidistance entre les deux,
comment faire travailler tout le monde ensemble. Donc ça aussi, on va les accompagner là-dessus. Et la troisième chose, c'est du coup, sur mon siège social, le flex office, en effet, je vais réduire les espaces, mais il faut que je donne envie à mon collaborateur de revenir sur le lieu de travail. C'est pas je lui impose de revenir, il faut que je lui donne envie de revenir. Et donc là, c'est je réduis les espaces, je mets en place du flex office, chose que l'on va pouvoir lui adresser via notre outil pour poser des règles empiriques de gestion de ces espaces-là et permettre ce roulement que je viens d'expliquer. Et les espaces que je dégage, soit une partie, je le sors et puis on est dans une quête d'économie, soit je conserve toute cette surface-là qui n'est plus exploitée à titre de bureau et je transforme leur usage pour en faire soit des salles de réunion, de brainstorming, soit des salles de, on va dire, plus détente, conviviale, soit j'y amène du service aussi. Mais en tout cas, demain, la volonté qu'il y a derrière nos clients avec lesquels on travaille depuis, on va dire, un an et demi maintenant, pour anticiper cette sortie de confinement, c'est de pouvoir vraiment offrir une nouvelle expérience aux collaborateurs quand il revient sur son lieu de travail et d'avoir un outil qui soit simple d'adoption pour chacun des collaborateurs afin de gérer ce nouveau mode de travail. Alors justement, vous parlez d'adoption. Comment ça se passe, l'adoption de votre outil, qu'elle soit en marque blanche ou pas, je ne sais pas, mais vous avez connu un fort développement. D'ailleurs, tous, vous avez connu des développements significatifs, quel que soit l'âge de vos sociétés depuis qu'elles existent. Les taux d'adoption de votre outil, est-ce que vous avez pu les mesurer pour ce qui concerne Witco? Oui, alors c'est quelque chose de phare chez nous. Pourquoi? Parce que avant le confinement, on arrivait on était encore dans cette phase d'évangélisation, on est encore dans une approche où on peut, tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé d'utopiste, se faisait taxer d'utopiste, voilà. Mais il est vrai qu'on peut avoir parfois cet échange et cette appréhension peut-être de nos interlocuteurs quand on discute de tout cela. Donc on était tout de suite focalisé sur le taux d'adoption. Il s'avère que c'était payant parce qu'on a des taux d'adoption qui sont très très bons. Après, ça passe à la fois par l'accompagnement, on a des équipes dédiées chez nous qui préparent avant le lancement du coup de l'application, mais aussi post-lancement qui vont faire des points réguliers avec tous nos clients pour s'assurer que l'outil est utilisé de la bonne manière, des bonnes façons, mais surtout que toutes les personnes qui doivent intervenir sur l'outil pour animer aussi cette communauté et proposer ce service et se rapprocher du collaborateur en tant qu'individu sont bien présentes. Et ça participe à l'adoption. Les deux autres choses qui participent très fortement à l'adoption, c'est il faut le dire, ce sentiment d'appartenance à une entreprise quand je suis employé ou même à un building, quand j'ai la chance de pouvoir travailler dans un immeuble ultra serviciel ou smart building ultra connecté. J'aime dire que je travaille dans telle tour ou dans tel bâtiment parce qu'elle a une forte notoriété. Donc on fait de la marque blanche et ça participe à cette adoption-là. Et la troisième chose, c'est qu'on intègre l'ensemble des services ou des infrastructures qui sont déployés dans les bâtiments. Et ça, ce sont du coup des services encore qui viennent enrichir l'expérience du collaborateur ou de l'occupant d'un immeuble. Et ces intégrations-là, ce type d'intégration-là est très important pour pouvoir avoir des taux d'adoption forts. C'est-à-dire que nous, on ne va pas seulement, par exemple, je vais prendre un cas concret, une restauration, qui est un restaurant inter-entreprise, très bien, je peux recharger mon badge, je peux éventuellement consulter le menu, je peux éventuellement commander avant d'arriver un café, comme ça j'arrive au bureau, c'est en click and collect, je peux éventuellement réserver une salle de réunion et commander des plateaux repas et je me fais livrer. Mais tous ces services-là, nous, on va les intégrer de manière totalement invisible dans l'application avec la charte graphique de l'immeuble ou du siège social pour pouvoir permettre une fluidité d'utilisation dans le produit. Alors, justement, vous parlez de connexion avec toutes les couches d'information qu'il y a dans le bâtiment. Vous parliez de services qui sont plutôt des services aux occupants, des services FM, Facility Management, mais qu'en est-il des GTB, des BOSS, des GMAO, des clims, des badges, des impressions, des prestations payantes avec téléphone, des salles de sport, etc. Est-ce que vous arrivez à rendre disponibles pour les occupants tous ces services? Oui, ça a été un grand challenge parce que on a, au début, il y a encore, je pense, 2 ans, les 3/4 de nos équipes étaient des ingénieurs développeurs. Donc, ce n'était pas des mathématiciens non plus. On reste dans du digital. Donc, on ne fait pas d'intelligence artificielle. Mais on avait une très forte composante de nos équipes ressources humaines qui étaient développeurs. Et encore aujourd'hui, on est à plus de 50%. Donc, on a un besoin sans cesse de devoir faire des intégrations de qualité et puis surtout de les faire évoluer. Parce que c'est bien de faire une chose à un instant T, mais si vous ne le faites pas évoluer, vous êtes mort. Et enfin, en tout cas, vous
vous périssez à petit feu. Vous ne progressez plus. Voilà, exactement. Et donc oui, on fait des intégrations avec tous ces services. Donc vous en avez cité une pléthore de services. Ce qui est intéressant aussi dans l'intégration de ces services-là, c'est aussi comment on va pouvoir les croiser. Donc tout à l'heure, par exemple, on parlait de contrôle, vous aviez évoqué, je crois, le contrôleur d'accès ou le badge dématérialisé. On va pouvoir croiser ça avec de la réservation de salle, typiquement. Et après, mettre en place des règles comme quoi seules les personnes qui ont réservé une salle peuvent y accéder et vont badger avec leur téléphone pour ouvrir la porte. Elles vont pouvoir aussi badger avec leur téléphone pour entrer dans l'immeuble. Si on croise ça avec la restauration ou tout service de F&B, food and beverage qu'on peut trouver, on doit payer, en tout cas dans l'immeuble, on va faire porter le paiement par le badge et on va le croiser avec le service de restauration ou de conciergerie ou autre. Et donc tout ça est complètement transparent pour l'utilisateur. Tout ça est totalement transparent pour l'utilisateur et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on va aller croiser ça avec des infrastructures on va dire de gestion ou de mise en intelligence du bâtiment, avec des GTB, on parlait de jumeaux numériques dans le tour de table précédent, ou alors avec des building operating systems. Et là, on va vraiment, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des infrastructures qui permettent d'apporter une couche d'intelligence dans un bâtiment. Mais nous, on va aller pousser à son paroxysme l'intelligence en ramenant une donnée de l'individu, de l'humain. Et par exemple, des cas d'usage concrets, je suis en plein mois d'août, tout le monde est en vacances, j'en fais partie, je pars au mois d'août. Il y a des salles de réunion qui ne sont pas occupées. Pourquoi, en fait, cette salle-là qui n'est réservée que 3 fois dans la semaine, je vais continuer à la maintenir en plein mois d'août à 20 degrés? Et ben non, on la laisse partir à 26 degrés. Et puis, en fait, nous, on va arriver et on va lui dire, tiens, cette salle-là est réservée pour tout à l'heure à 15 heures. Et au lieu de mettre un gros coup de clim quand j'arrive dans la salle pour la faire passer de 27 degrés à 20 degrés, et la GTB ou le BOSE va pouvoir du coup progressivement faire descendre la température pour qu'à 15 heures, lors de ma réunion, la température soit convenable. Alors, est-ce que vous nous dites, ça veut dire que vous collectez beaucoup de données sur les usages, sur les habitants, sur les consommateurs des bâtiments? Est-ce qu'elles vous permettent d'optimiser, vous venez de nous le dire, la gestion énergétique du bâtiment, mais qu'est-ce que vous en faites d'autre de ces données? Quelles sont les applications, les usages que vous développez, les nouveaux usages que vous développez avec toutes ces données collectées? Alors, nous, la donnée, on la collecte, on l'exploite, mais on la collecte pour le bien de nos clients. C'est la propriété exclusive de nos clients là-dessus. Nous, on ne fait pas d'intelligence artificielle, mais en revanche, concrètement, aujourd'hui, ce qu'on nous demande sur le marché, parce que je ne suis pas aussi bien placé que les autres intervenants pour parler de ça, mais en tout cas, nous, concrètement, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir structurer la donnée, de pouvoir poser une harmonie sur cette donnée-là. Pourquoi? De manière prédictive, dans le sens où en 2025, 2026 ou 2030, s'ils décident d'amener de l'intelligence artificielle parce que Everteam ou je ne sais qui aura fait un super outil ou peut-être Tito oui sur ces immeubles, ils auront besoin de data. On parlait de réseau de neurones, on parle de deep learning. La chose dont on a besoin pour avoir en tout cas de manière factuelle des cas d'usage concrets sur l'intelligence artificielle, c'est pour avoir de la data pour pouvoir nourrir l'intelligence artificielle. Donc du coup, c'est ce qu'on fait. On fait des data warehouse, on est capable de pouvoir de collecter cette data-là, l'organiser, l'harmoniser pour que le jour J, tout soit prêt. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde.